Invité politique de la matinale LCI, Richard Ramos, bonjour. Bonjour. Vous êtes député MoDem du Loiret. Comme vous, comme nous, vous avez vu les images de Gênes, images dramatiques. Est-ce qu'en tant que député, en tant que citoyen, vous vous interrogez aujourd'hui sur les ponts, les viaducs en France, comme peut-être certains Français ce matin? Oui, bien évidemment, d'abord, on a une pensée pour les familles. Je dirais que dans cette communauté européenne, mais même si elle était mondiale, on a forcément, la première chose qu'on a, c'est la douleur des uns et des autres. Donc la première chose, c'est ça. Et puis après, c'est évidemment, comme les Français, on se dit, est-ce qu'il y aurait des ponts en France? Est-ce qu'il y aurait des routes en France? Est-ce qu'il y aurait des voies ferrées en France sur lesquelles ça pourrait arriver? Et je pense que on commence par avoir, je dirais, cette pensée pour les familles, cette solidarité avec le gouvernement italien. Mais on peut se poser la question, moi, vous savez, j'ai souvent dit, entre Orléans et Paris, on a eu un accident sur les chemins de fer il y a quelques années. Attention, il faut entretenir nos routes, il faut entretenir nos ponts, et ce danger-là est très, très important. On avait aussi la compétence italienne qui était complexe. Vous avez vu qu'une partie du pont était par la commune, une autre partie par l'État, les arches par les uns, la route elle-même par les autres. Et donc, attention à ce que... C'est plus clair en France? C'est un peu plus clair en France. C'est honnêtement un peu plus clair en France, mais il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'en France, et c'est ça qu'il nous alerte, c'est est-ce que finalement, au nom des économies, parce que qu'est-ce qu'on nous explique aujourd'hui? On nous dit l'Italie était en crise, et donc nous n'avons pas fait en Italie, c'est certains Italiens qui parlent comme ça, les investissements nécessaires à l'entretien. Et donc en France, est-ce qu'au nom des économies, au nom de la rigueur, on fait les investissements nécessaires dans l'entretien? Et ça pose question. Vous avez un doute là-dessus? J'ai un doute là-dessus, bien évidemment. Bien évidemment. Vous savez, ça commence... comparaison n'est pas raison. Mais dans nos communes, quand on a les trottoirs, parce qu'on a moins de moyens et qu'on commence à pas boucher les trous, et que les personnes âgées commencent à buter et à chuter, ça commence par là. Ça commence par cette même logique qui est de dire on n'a plus les moyens. Et puis après, c'est quoi le rôle de l'État? C'est quoi le rôle de la collectivité? Et qu'est-ce qu'on donne au privé? Et est-ce que le privé ne va pas être tenté, quand on lui donne des concessions autoroutières, par exemple, de faire de l'argent à court terme pour les actionnaires? Ou est-ce qu'il va mettre vraiment l'argent également dans l'entretien? Et donc tout ça, ça veut dire que dans nos appels d'offres, dans nos cahiers des charges, même s'il y a des concessions privées, il faudrait être très vigilant. Il faut, au minimum, que ce genre d'accident révèle chez nous nos propres carences. Il faut que les autorités françaises, le gouvernement se saisissent de ce dossier. C'est simplement que quand quelque chose nous arrive, et les Italiens, c'est nos frères, c'est l'Europe, c'est la communauté européenne, quand quelque chose arrive, il faut que ça serve de leçon. Et donc regardons tranquillement si chez nous, on n'aurait pas quelques risques. Et puis là, on le voit bien, il y avait un risque a priori dans la conception. On voit bien qu'il y avait plusieurs ouvrages du même concepteur qui ont posé problème. Regardons si nous, on a des ouvrages qui peuvent poser problème. Il faut simplement que quand quelque chose arrive quelque part, ça ne puisse pas arriver chez nous. On voit c'est aussi lié aux intempéries qui sont de plus en plus violents. On parle beaucoup du réchauffement climatique. Est-ce qu'à l'avenir, avec, on le voit, les orages dans le sud de la France, il va falloir revoir peut-être l'architecture de ces édifices qui datent des années 50-60 pour certains? On le voit déjà. Regardez le viaduc de Millau. Aujourd'hui, dans les années 60, je crois que le pont italien avait été inauguré en 1967. On n'avait pas de capteur. Aujourd'hui, dans le viaduc de Millau, par exemple, toute la structure béton, il y a des micro-capteurs à l'intérieur de la structure et on sait en temps réel l'état des viaducs aujourd'hui. Et donc, pour le coup, tout ce qui est le BTP français, par les grandes entreprises françaises, on est très, très à la pointe. Et donc là, pour le coup, pas de risque sur les... Je veux dire pas de risque, moins de risque, pardon, sur les ouvrages modernes, parce qu'on a à l'intérieur des bétons quelque chose qui est, je dirais, de la technologie et qui va pouvoir être, je dirais, plus protecteur. L'autre actualité de la semaine, c'est évidemment aussi le sort de l'Aquarius. C'est finalement vers Malte que le navire humanitaire va faire route. 141 migrants à bord, 60 pris en charge par la France. Vous saluez le dénouement? Mais oui, parce que il faut de la solidarité. Et il faut qu'on soit courageux de dire aux Français, il faut qu'on ait une vraie politique migratoire qui soit à la fois humaniste, parce que nous devons pouvoir accueillir une partie des migrants, et à la fois réaliste, en pensant que la population française n'est pas prête aujourd'hui, alors qu'on a nos propres pauvres, nos propres difficultés économiques, être capable, je dirais même culturellement, d'accueillir des vagues de migrants sans être en capacité de les accueillir normalement avec l'humanité nécessaire. Donc oui, il faut aujourd'hui partager
d'un point de vue européen, la charge de la migration, ce sera dans les 10 ans qui viennent, l'enjeu majeur de l'Europe. C'est-à-dire le problème migratoire, c'est ce qu'il faut qu'on résolve, nous, les députés français, parce que sinon, c'est les populismes qui arriveront au pouvoir. On a l'impression qu'Emmanuel Macron est quand même pris dans une contradiction entre peut-être la volonté de satisfaire l'opinion publique et en même temps se montrer, on va dire, progressiste, le leader du progressisme en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas un calcul politique permanent ? Je ne sais pas s'il y a un calcul politique, mais vous avez raison, vous mettez le doigt sur quelque chose de très très important. Mais nous sommes dans des démocraties matures et nous devons simplement expliquer les choses. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez une population française qui se durcit, qui devient de plus en plus à droite. Et donc le calcul politique, vous voyez M. Wauquiez qui se délocalise sur la droite, j'ai envie de dire, avec le Front National, parce qu'il sent que la population française, sur ces affaires de migration, va migrer politiquement vers la droite. Et donc le candidat Macron, et aujourd'hui le président Macron, peut avoir la tentation de se dire « je vais aller de plus en plus à droite pour répondre sociologiquement à l'électorat français ». Moi, je pense que nous sommes assez mûrs pour dire « nous devons prendre notre part à l'acceptation des migrants, parce qu'aujourd'hui, c'est l'humanité qui compte, mais nous devons faire attention dans notre capacité à bien les intégrer. » Et c'est ce courage-là et ce en même temps que vous décrivez qu'il va falloir expliquer aux Français. Vous dites quoi ? On aurait pu accueillir ce bateau ? On n'aurait pas pu, on aurait dû. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, la première chose, c'est on ne doit pas laisser notre frère, c'est-à-dire qu'il soit de n'importe quelle nationalité, mourir dans un bateau. Donc la première rapport qu'on a humain, nous les hommes politiques, mais n'importe quel Français, c'est le rapport de sauver son frère ou sa sœur, quel que soit le pays qui vienne. Et donc pour moi, il n'y a pas question, quand il y a de la danger de mort, il faut accueillir. Et ensuite, on fera des politiques migratoires, bien évidemment. Mais on doit accueillir quand il y a le danger, la vie de quelqu'un. On n'est pas des numéros de dossier. On est des gens qui sont en train de mourir dans la mer Méditerranée. Et donc, quand il y a danger, on commence par les accueillir. On voit Jean-Yves Le Drian, Emmanuel Macron ce matin se féliciter finalement de cet accord. Mais on a envie de dire, dans 2 mois, dans 3 mois, peut-être qu'on aura un autre Aquarius et ce sera encore un moment de flottement. Oui. Comment on fait pour dire stop ? Est-ce on trouve une règle qui s'applique à chaque fois ? Déjà, on commence par créer de la richesse dans les pays concernés. C'est-à-dire que tant qu'on aura un rapport économique entre le Nord et le Sud tel qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est-à-dire, encore une fois, notamment dans un milieu que je connais bien, qui est le milieu agricole, on va faire des poulets ici, bas de gamme, pour aller les refourguer dans les pays du Maghreb et les pays africains, on ne s'en sortira pas. Il faut aujourd'hui une politique qui fasse que dans ces pays-là, on crée de la richesse agricole pour leur permettre, par exemple, d'avoir une agriculture vivrière. Et c'est ça l'enjeu. Alors, ce n'est pas des enjeux à 6 mois ou à 2 ans, mais tant qu'on ne fait pas de la richesse dans ces pays-là et auxquels les migrants n'ont pas envie de rester dans leur pays, ce n'est pas par amour de la France qu'ils viennent ici. C'est parce qu'ils sont en train de crever dans leur pays. Et donc, conclusion, accompagnons dans les rapports Nord-Sud une économie du Sud qui leur permette de vivre et de rester chez eux. On a l'impression que l'immigration peut être ou va être un sujet de fracture dans la majorité que vous soutenez. Je dis pas que c'est déjà le cas. On l'a vu sur la loi Asile-Immigration. Moi, vous savez, j'ai pas voté le texte. Je suis à la majorité présidentielle. Je n'ai pas voté le texte sur Asile-Immigration. Je me suis abstenu. Pourquoi ? Parce que, mais dans une majorité, quand elle est aussi nombreuse, il peut y avoir des fractures, comme vous dites, mais il peut y avoir simplement des esprits de conscience. Moi, ce n'est pas pour fracturer. C'est qu'en conscience, au fond de moi-même, en tant que député, je ne pouvais pas voter ce texte-là. Voilà. Et donc, dans cette majorité-là, vous avez des hommes et des femmes, je pense à mon amie Sonia Crimi, je pense à d'autres, qui peuvent penser différemment. Mais comme disait, vous savez que je suis un centriste, François Bayrou, quand on commence à penser tous la même chose, on finit par penser plus rien. Justement, vous faites des réunions entre députés La République En Marche et MoDem donc, sur ces questions. On parle d'un pôle social à La République En Marche. Est-ce que c'est le bon mot ? Oui, je pense qu'il y a... Alors, moi, je ne sais pas si La République En Marche, moi, je pense que le MoDem, les centristes, nous sommes le pôle humaniste et social de cette majorité présidentielle. Notre histoire, nos racines, je veux dire, ce vieux parti qui est le nôtre, doit être le pôle social et humaniste. Et donc, je pense que le MoDem, dans cette majorité présidentielle, apporte justement, par sa nature, le côté humaniste qui est le nôtre. Vous allez peser à la rentrée de ce groupe. Certains disent les frondeurs. Est-ce que c'est un mot qui vous... Oui. Beaucoup dans les cabinets ministériels appellent les frondeurs. Ce sont des cons. C'est souvent des énarques d'ailleurs. Ce sont des cons. Pourquoi ? Parce qu'on invente des frondeurs qui n'existent pas. On invente des gens qui ont simplement une conscience, qui au moment donné, dans un vote, se disent
je pense quoi au fond de moi-même. Et réduire des gens qui ont une conscience aux frondeurs qui étaient associés aux frondeurs de M. Hollande, c'est un mépris pour les hommes et les femmes de ce Parlement. Et donc, à tous ces énarques qui expliquent à tout le monde qu'il y a des frondeurs, je leur dis restez à votre technocratie. Laissez simplement les élus, les représentants de la nation, avoir une conscience individuelle et fût-elle collective quand un groupe se constitue. Est-ce que le mot frondeur n'est pas aussi une façon d'exister médiatiquement? Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement que la voix du MoDem s'est un peu diluée au sein de la majorité? Non, la voix du MoDem. Aujourd'hui, on demande à quelqu'un le MoDem, c'est quoi Non mais le MoDem, je pense qu'il y a une idée sur le centrisme. Marc Fesneau, qui est le président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, je dirais, est vraiment au cœur de ça. C'est-à-dire que nous sommes dans la majorité présidentielle, mais nous avons des grandes différences. Quand nous avons été sur ce qu'on appelle le pantouflage de Bercy, ces fonctionnaires qui vont un coup dans le privé prendre du pognon et qui reviennent après au ministère et qui font 6 fois dans leur carrière l'aller-retour, on s'est opposé à ça. On a posé des amendements qui étaient très différents de ceux du gouvernement. Donc je pense qu'on est comme une espèce de vigie dans cette majorité présidentielle. Mais justement, François Bayrou, on aurait pu penser qu'il allait vraiment monter au créneau sur les affaires Benalla Colère, sur le thème de la transparence, de l'exemplarité, et on ne l'a pas tant entendu que ça. Alors, il n'est pas très remonté, enfin, pas autant qu'on aurait pu l'imaginer. Alors, je pense que c'est le tempérament de François Bayrou et ne pas, contrairement peut-être au mien, d'être plus distant sur l'objet pour pouvoir mieux réfléchir et pouvoir donner encore une fois ce qui est sa grande parole attendue par les Français. Donc moi je pense que si on a eu une voix qui était médiante, c'est-à-dire auquel on essayait de trouver des solutions sans être dans l'hyper-réactivité. C'est-à-dire que la particularité des centristes, de temps en temps aussi, c'est de ne pas répondre immédiatement à l'objet, mais d'essayer de trouver sur le fond et le moyen terme les solutions appropriées. Je crois que c'est ce qu'essaie de faire François Bayrou. Il y a eu quelques camouflets quand même pour le MoDem. Vous n'avez plus de ministre de plein exercice. Vous avez plus... pardon, Madame Gourault est ministre de plein exercice. De plein exercice. Mais vous n'avez plus de ministre de premier plan, pardon. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire de premier plan. Est-ce qu'il y aurait des journalistes de premier plan et de deuxième plan? On est journaliste avec une carte de presse ou pas. On est ministre ou on n'est pas ministre. Nous avons 2 ministres de plein droit, moins connus que François Bayrou, dont acte, mais vous savez, la vie politique, c'est très très long. Moi, je crois au centrisme. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un espace central, parce que s'il n'y a pas un espace central ou centriste qui se crée, à l'intérieur d'une majorité différente. C'est pas tout pour les En Marche, tout pour le MoDem. Vous êtes centriste au milieu d'une majorité assez centriste? Oui, mais si vous voulez... C'est dur de s'y retrouver, reconnaissez. Moi, je crois à un espace central qui va de certains amis socialistes, je pense à Dominique Potier, jusqu'à certaines personnalités de droite, je pense à Alain Juppé, pour un espace qui empêchera les extrêmes de venir au pouvoir en France. J'ai cette intime conviction que si dans les 10 ans qui viennent ne se construit pas un pôle central politique français, avec le MoDem qui prendra sa part, il y aura en France les extrêmes au pouvoir, fussent-elles d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et donc c'est cet espace-là sur lequel je travaille et que j'ai envie qu'on apporte notre humanité. Pour les élections européennes, vous restez l'allié de La République En Marche. Comment... Il y a un accord prévu sur les listes des Alors candidats. moi, même si je suis parti du bureau exécutif national, je ne suis pas dans la tambouille, je dirais, de la politique. Je pense que j'espère qu'il y aura un accord central. C'est-à-dire j'espère qu'on aura un axe européen et que finalement, avec le MoDem, avec La République En Marche, et peut-être encore élargi, peut-être à voir les certains constructifs, les juppéistes à droite. Mais bien évidemment, bien évidemment. Moi, je suis pour un espace central. Vous savez, au Parlement, je pense à Thierry Benoît, qui est à l'UDI, je suis quasiment à chaque fois d'accord avec lui. Donc il y a un espace central à construire. Je pense que l'espace central du président de la République n'est pas achevé. Voilà. Et je pense que derrière le pôle La République En Marche et le pôle MoDem, il faudra aller chercher des socialistes modérés qui ont envie de construire un espace central avec, je pense, une droite qui est une droite modérée, qui n'a pas envie de courir comme M. Wauquiez derrière l'extrême droite. Un mot sur la guerre déclarée par Nicolas Hulot contre le glyphosate. Vous êtes un spécialiste des lobbies, en tout cas c'est l'un de vos grands chevaux de bataille. Les lobbies des pesticides sont toujours très présents à l'Assemblée nationale. Mais ils sont présents. Ils sont présents partout. Dès qu'il y a du pognon, ils sont présents. D'accord ? Moi, vous savez, sur le glyphosate... quand il dit c'est la guerre contre les pesticides, concrètement, c'est un effet de communication? Non, c'est pas un effet de communication. Moi, vous savez, pareil, j'ai pas voté comme la majorité présidentielle, puisque sur le glyphosate, j'étais pour l'arrêt immédiat.
Donc vous avez vu qu'il n'y a pas que des députés godillots. Voilà, il faut faire ce combat-là sur les pesticides. C'est difficile à expliquer à nos camarades paysans parce qu'économiquement, on les met en danger sur un métier qui est déjà en difficulté. Et donc, encore une fois, c'est le en même temps. C'est comment on interdit aujourd'hui ces produits-là. La seule question qu'il faut se poser ce matin sur LCI, c'est si on interdit le glyphosate en France, il faut qu'on interdise tout produit d'exportation, qu'on importe, pardon, avec du glyphosate. C'est ça la question. C'est pas de savoir s'il faut du glyphosate en France. Il n'en faut pas. Mais il faut interdire tous les produits qui en contiennent. Et le problème du glyphosate, comme des autres pesticides en France, c'est qu'on va interdire à nos paysans, on va leur mettre alors qu'ils gagnent que 350 € par mois pour la moitié d'entre eux, qui se suicident tous les 3 jours, ils n'arrivent pas à vivre économiquement, et on va leur dire quoi? On va leur dire, on va vous interdire un produit, mais on va continuer à importer des produits qui en contiennent et qui seront concurrentiels. Donc la vraie question, c'est pas de glyphosate en France, mais pas d'importation de produits qui en contiennent. On a entendu votre message. Merci Richard Ramos d'être venu répondre à nos questions dans cette matinale LCI. Tout de suite, l'information en 5 minutes.